Il y a très précisément 21 ans, 7 mois et 24 jours, ou 7907 jours, statistique totalement inutile pour cette vidéo, sortait au cinéma le film de super-héros qui allait révolutionner le genre, Spider-Man de Sam Raimi. Alors, j'aime pas spécialement ce Spider-Man. J'aime pas non plus spécialement Tobey Maguire, ni Sam Raimi. Et j'aime vraiment pas Kirsten Dunst. Mais j'aime bien Spider-Man. Enfin, quand c'est Tom Holland, ou surtout Andrew Garfield. Voilà, enchaînez-moi dans les commentaires, hein. Ça fait de la visibilité pour la vidéo. Mais bref, comme d'hab, on s'en fout de mes avis, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler science, et plus précisément de cette scène. Et comme d'habitude, avant de commencer, on vérifie bien qu'on est toujours abonné, qu'on n'est pas victime de ce fameux bug de YouTube, hein, ou du désabonnement spontané aléatoire. Non, c'est pas une légende. Et en attendant, place au partenaire de cette vidéo qui a permis sa production, et vraiment... ne zappez pas, vraiment, je me suis donné du mal. Au moins, regardez-le pour l'objet. Voilà, les délicieux HelloFresh. Quelle heure est-il? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je veux savoir, c'est tout. Il est 7h01. Qu'est-ce qu'on mange? Il y a un chien mort, là. Non, mais sérieusement. Mais bien entendu, je vais préparer des surgelés. Non, mais c'est aussi dégueulasse. Et tu suggères quoi, gros malin? HelloFresh, je me suis permis de passer une commande avec le lien en description sous cette vidéo. On dirait qu'il va encore se faire livrer un bête de repas pendant que nous on va devoir se cogner des sandwichs triangles tout secs. Oh putain, j'ai entendu parler d'HelloFresh, j'ai trop la dalle rien que d'y penser. Je tape un sprint. Ils ont été livrés, 5 repas pour 3 personnes, tout a l'air ouf. T'attends quoi pour ouvrir? Je veux savoir ce qu'il a commandé. Je vais l'ouvrir. Bah ouais, on va pas bouffer le carton. Inspecteur, je vais vous régaler. J'ai commandé du thaï, du végétarien, que des recettes que vous allez adorer, équilibrées et variées, vous allez voir. Tu mens, ça peut pas être à la fois bon et sain, c'est forcément l'un ou l'autre. Pas avec HelloFresh, inspecteur Mills. Vous pouvez vous casser le bide tout en choisissant des plats faibles en calories. C'est quoi la douille? C'est cher, c'est ça? Même pas. Vous avez le choix, mais c'est de l'ordre de 3-4 euros par personne et par repas. Comme si vous faisiez vos courses. Ouais, mais tu vois, j'ai un taf très prenant à cause des mecs comme toi, j'ai pas le temps de cuisiner, moi. Pas grave, vous pouvez aussi choisir par temps de préparation. Mais regardez par vous-même, vous verrez que je dis vrai. Y'a quoi dans la boîte? Putain, tu vas arrêter de gueuler, ouais, 2 secondes. Y'a quoi dans la boîte? Que des produits frais avec un minimum d'emballage. Demandez à votre ami. Y'a quoi dans la boîte? Sérieux, Mills, tu vas aller au lit sans bouffer, ça continue. Y a des poireaux, des brocolis frais, du poulet, et tout ça dans des sacs en papier. On dirait qu'on vient du marché, mais en plus t'as les recettes, tout est dedans. Mais t'as prévu quoi à bouffer ce soir? Conchiglie el pesto rosso. Il dit vrai, clique sur le lien en description et t'as jusqu'à 85 € et 3 cadeaux offerts avec le code qui s'inscrit ici. C'est pas possible, tu mens! Non, inspecteur. Mills, pose cette fourchette et nous on va mettre la table pendant qu'il prépare le HelloFresh. Je sais que t'as faim, mais c'est prêt dans 20 minutes, c'est marqué ici. Et comment tu sais que c'est mon plat préféré? Je ne savais pas, mais ils ont tellement de choix chez HelloFresh que j'étais sûr de tomber juste statistiquement. Je te crois pas! C'est ma femme qui te l'a dit, c'est ça? Elle les prépare trop bien, les conchiglie. Oh, inspecteur Mills, votre femme, là, elle va plus être en mesure de préparer grand-chose. Spider-Man a été créé par les incontournables Stan Lee et Steve Ditko, dont on a déjà parlé plein de fois, et il apparaît pour la première fois dans le comic Amazing Fantasy numéro 15 en août 1962. Bah, c'est plus tout à fait un jouvenceau le gars. Hein. Non, il les porte plutôt bien, ces 60 piges le bonhomme. Et c'est accessoirement le personnage de comic le plus rentable devant Batman de chez la concurrence, et dont on a déjà parlé plein de fois, et dont on reparlera dans un prochain épisode. Le Spider-Man de Sam Raimi est sorti au cinéma en 2002, budget 139 millions de dollars et recettes 825 millions. Je pense qu'on peut appeler ça un petit carton. Et donc, on ne va pas parler de ce film, mais de sa suite, Spider-Man 2, sorti en 2004, et plus exactement de cette scène-là. La scène du métro que je trouve vraiment emblématique. Mais du coup, il va quand même falloir qu'on parle un petit peu du premier quand même. Donc voilà, donc on va parler un peu de Spider-Man 1 et de Spider-Man 2. Mais pas, promis, pas du 3. Mais t'as écrit tes vidéos un peu d'abord ou comment ça se passe? Et pour m'accompagner dans cette vidéo, je ne fais pas appel aux spécialistes cinéma, ni aux spécialistes spatial, ce qui n'aurait absolument aucun intérêt dans cette vidéo, ni aux spécialistes Zendaya, basket, ou au « oh bah, j'ai plus de Red Bull au frais, j'ai fini le dernier hier ». Ça va, c'est arrivé que 17 fois. Non, le spécialiste arachnide, Monsieur 12 par sec. Messieurs, dames,
Parce qu'on le sait moins, hein, mais tu as également une passion incroyable pour ces petites bébêtes à 8 pattes. Et oui, c'est vrai mon petit PH, on le sait moins, hein, pourtant j'en ai déjà parlé plein de fois sur mes vidéos ou dans mes lives Twitch, j'ai une grande passion pour les araignées. Oui, mais bon, c'est mon public, c'est pas non plus des flèches. Oui, c'est pas faux. Oui. Parce que ouais, tout le monde connaît l'histoire de Peter Parker, ou Miles Morales, ou Gwen Stacy, enfin, en gros tous les gens qui deviennent Spider-Man, Spider-Woman, Spider-Cochon et ainsi de suite. Le truc de base, c'est de se faire mordre par une araignée radioactive, et donc il va falloir causer un petit peu de ces bestioles. Et pour les arachnophobes, bah peut-être il y aura des images, peut-être pas. Ouais, tentez, vous verrez bien. Alors bon, on va laisser un petit peu hein, le côté extrêmement carré de la Oscorp qui permet à des étudiants d'être en contact avec des araignées mutantes radioactives et ce genre de choses, hein, voilà. Que se passe-t-il? Alors déjà, des araignées, il y en a taquées. Des venimeuses, des pas venimeuses, des toutes pipous, des bien ignobles, des géantes et des australiennes. Mais dans le film, c'est une bien particulière qu'il va falloir qu'on identifie pour savoir en quoi Peter va se transformer. Parce que bon, pour moi, c'est une araignée à la con comme une autre. Mais pour analyser le truc, bah, il faut déjà savoir quelle marque de bestiole c'est. Quelle marque? Ah bah quel style, quelle espèce quoi, je sais pas comment on appelle ça. Oui, bah c'est comme pour les chiens, les chats, les chèvres, les chevaux, les lamas, les mouches, les coccinelles, les redoncules, les guélinettes... Et voilà, et pour une fois qu'il y a un peu d'informations intéressantes sur sa chaîne, le type s'endort. Pardon, bref, c'est quoi la marque, l'espèce qui mord Peter? Alors, sans en être certain, ça ressemble quand même beaucoup à la Latrodectus mactans, ou à la veuve noire hein, pour les intimes. Du règne Animalia, embranchement Arthropoda, sous-embranchement Chelicerata, hein, ce qui veut dire qu'ils sont équipés de chélicères, hein, ces espèces de crochets hein, devant. Là. Classe Arachnida, ordre Araneae, sous-ordre Araneomorphae, famille Therididae, genre Latrodectus. C'est ça ta réponse? Qu'est-ce que tu veux que je fous d'une information comme ça, moi? T'as dit quoi? Règne Animalia, embranchement... Quoi? Oui, mais c'est une sorte de veuve noire, quoi. Ah, bah dis ça. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, de l'Atradoctus, de je sais pas quoi. Mais attends. Veuve noire? C'est pas en Spider-Man qu'il aurait dû se transformer, le gars, c'est en Fiona de comptoir. Mais non, c'est de la famille des veuves noires, enfin plus exactement du genre Latrodectus. Il y a plein d'espèces différentes, on en a découvert une trentaine pour l'instant et elles sont pas du tout toutes mortelles. Bon après, le venin des Latrodectus c'est environ 15 fois plus toxique que les serpents-sonnettes ou même les cobras. Mais en même temps, elle en injecte tellement peu que ça tue pas. Par contre, ça peut te filer une bonne chiasse, des sueurs froides, des spasmes musculaires, un mal de tronche et même du priapisme dans des cas très rares. Le priapisme, je trouve ça mortel comme effet secondaire. Et donc non, tu vas pas en mourir là, sauf si t'es un vieux tout fragile ou un petit enfant tout chétif. Bon là, ça peut être chaud. Mais les cas de morsure de veuve noire mortelle, c'est hyper rare en vrai. On compte un mort pour 200 morsures, donc en gros 0,5% de chance de mourir. Et je suis même pas certain de ce chiffre, il est possible qu'en fait ce soit même beaucoup moins. Et de toute façon, les traitements anti-venins sont beaucoup plus efficaces avant qu'il était autrefois. Ah, ok. Donc on risque rien alors? Bah on risque rien, faut faire gaffe quand même. Si tu le fais mordre et que tu traites pas la morsure, tu peux vivre avec des symptômes pendant plusieurs semaines. Tu sais qu'on peut en trouver dans le sud de la France et même en Corse. Regarde cette photo que j'ai moi-même prise, hein, c'était dans le sud de la Corse. Elle, c'est une cousine de la veuve noire, on appelle ça une malmignate. Elle est du même genre Latrodectus aussi. Elle se cache sous les bouts de bois ou sous les pierres. Et elle mord que si on la dérange. Du coup, je l'ai pas dérangée. Et donc son venin n'est pas mortel? Mais non, pas de souci. Ok. Et du coup, quel rapport avec une quelconque transformation? Ah bah ça j'en sais rien, moi c'est ton épisode, après c'est plus ma spécialité. Donc, le venin de cette araignée type veuve noire est un neurotoxique paglope contenant de l'alpha-latrotoxine, un truc qui va s'attaquer au système nerveux et qui va provoquer tout un tas de réactions vraiment pas cool. Mais rien qui attaque les gènes par contre. Alors bon, précision quand même, hein, l'araignée du film est génétiquement modifiée. C'est pas exactement celle dont a parlé Yann. Mais les carlins, les choux-fleurs et en fait absolument toutes les bestioles domestiques et tous les fruits et légumes qu'on bouffe sont génétiquement modifiés depuis des siècles. Ça nous change pas notre ADN. Mais alors, qu'est-ce qui peut modifier l'ADN d'un humain? Non, parce que aussi puissant, voire génétiquement modifié un venin soit-il, il n'y a absolument aucune chance hein, qu'il attaque notre ADN. Mais elle est pas radioactive son araignée là? Ça peut pas jouer ça? Alors si, mais non. On l'a vu dans cette vidéo, la radioactivité naturelle attaque bien l'ADN depuis les tout débuts de la vie sur Terre. Hein. C'est même un des facteurs de l'évolution. L'ADN est une molécule qui peut subir de gros dommages, mais qui se répare très bien derrière. Et si jamais elle est trop endommagée, bah la cellule meurt et une autre la remplace. Pas de souci. Par contre, elle peut aussi se réparer avec certaines erreurs de copie. La radioactivité naturelle permet donc un brassage des combinaisons de l'ADN et donc de nouvelles possibilités, de nouveaux gènes, de nouvelles aptitudes. Certaines sont gardées, d'autres non, hein. C'est le hasard qui fait ça, et ça, on en a parlé dans cette vidéo. Mais bon, admettons que le venin de l'araignée soit génétiquement modifié,
et radioactif. Alors, toujours pareil, hein, le venin ne va pas transporter d'informations génétiques. Et la radioactivité aurait juste foutu le sbeul de manière totalement aléatoire. Ça aurait pu être du venin de serpent aussi, de la bave de crapaud ou de la confiture de betterave de Tata Simone. Le résultat était le même. Non, pour modifier l'ADN de Peter, il aurait fallu que le venin contienne un rétrovirus, comme le VIH, le virus du sida, qui entre dans la cellule et modifie certaines séquences de notre génome. Pourquoi pas, c'est déjà arrivé plein de fois au cours de l'évolution, et notre ADN est constitué en partie de séquences héritées de virus qui ont infecté nos ancêtres et transmis de génération en génération. Alors bon, l'ADN des araignées et des humains, comme on peut vaguement s'en douter, sont quand même assez éloignés les uns des autres. Un peu comme l'ADN des humains est éloigné de l'ADN des Belges. Mais finalement, Peter ne change que certaines de ses prédispositions. Globalement, ça reste un humain, il a toujours 2 bras, 2 jambes, il n'a pas des yeux et des crochets qui lui poussent pour devenir réellement mi-homme, mi-araignée et remi-homme derrière, comme dans la mouche par exemple. Le venin pourrait venir activer certains gènes endormis, ou dans le cas présent, plutôt modifier certaines caractéristiques précises, 5-6, pour lui donner plus de force, la possibilité de marcher au mur, ou le fait de tirer des toiles. Un peu pareil, on pourrait imaginer par exemple qu'en activant un gène ou une série de gènes, les Belges puissent avoir une âme par exemple. Ils seraient toujours pas réellement humains, mais ils auraient cette capacité supplémentaire. À un tel niveau, je vois plus que le mépris. Mais donc on résume, le venin est un neurotoxique. Il attaque certaines cellules en se collant à leurs récepteurs, les empêchant de communiquer entre elles. Pas de modification de l'information génétique dans les cellules. Qu'il soit radioactif ou pas ne permettrait pas d'acquérir les propriétés d'arachnide, ça viendrait juste foutre le bordel comme AstronoGeek à une réunion de radiesthésistes, et il faudrait qu'il contienne un rétrovirus avec des informations précises à venir modifier dans l'ADN de Peter. Et tout ça par hasard, parce que ça semble quand même pas l'idée de départ des recherches sur les bestioles. Pas impossible, mais à mon avis, t'as meilleur temps de recombiner les molécules de tes boîtes de raviolis bolognaises et espérer reconstituer des mini Ana de Armas ou Henri Cavill. Ou Cillian Murphy, ou Zendaya, mais vous avez compris l'idée. Potentiellement faisable, mais assez peu probable, on va pas se mentir. Bref, admettons que l'ADN du gars soit bien modifié. Comme on l'a vu dans le dernier épisode sur la planète des singes, modifier l'ADN ne suffit pas. Il faut encore que les nouvelles cellules se dupliquent avec cette nouvelle information, cette nouvelle capacité. Par exemple, Peter se retrouve avec des petits cils sous les doigts qui lui permettent de s'accrocher au mur. Les cellules de la peau se développent assez vite, donc en quelques semaines, il pourrait avoir développé cette nouvelle capacité. Bien entendu, il aurait fallu que le rétrovirus se propage à l'ensemble de son corps et modifie l'information dans toutes les cellules, que la nouvelle information soit propagée partout. En effet, il a également cette propriété également au niveau de ses pieds. Sa force et sa vue sont aussi améliorées et il devient capable de tirer des toiles. Si seules les cellules autour de la morsure avaient été modifiées par le venin, aucune raison que ces doigts changent. On l'a vu dans le dernier épisode avec la DeLorean de Thésée, si je change une pièce toutes les heures, tant que j'ai la même instruction, je vais continuer à me recréer la même DeLorean avec les mêmes pièces. Mais si à un moment donné mon manuel change, je vais pouvoir progressivement la faire passer du modèle 2015 à celui de 1885 par exemple. Maintenant, admettons qu'on soit 2 à jouer avec la bagnole. Une personne qui s'occupe de l'avant et une personne qui s'occupe de l'arrière. Par devant, par derrière. Si la personne qui s'occupe de l'avant reçoit les nouvelles instructions, mais pas la personne qui s'occupe de l'arrière, les modifications ne se feront donc que sur une partie de la voiture. Donc, certaines séquences de son génome sont modifiées et sur l'ensemble de son corps, au fur et à mesure de la duplication cellulaire, il acquiert de nouvelles capacités. De nouvelles cellules totalement inédites chez un humain passent du cul de l'araignée au poignet de Peter pour balancer ses toiles. Oui, la toile des araignées, ça sort par leur cul, normalement, comme les vannes d'Archéophénèque. Pourquoi ça marche pas? Ah mais oui, non mais c'est autant pour moi. Attends. Ah bah oui, et ça marche hyper bien là. Regarde, je peux même en faire 2. Bien entendu, pas de Spider-Man sans ces fameuses toiles. Alors, elles ont quoi de si spécial, les toiles d'araignée? À part venir se foutre dans ta gueule, quand tu veux juste te taper une petite rando pépouse. Elles sont superbes, les toiles d'araignée. Mais moi je trouve ça de très mauvais goût. Chérie, tu sais, Araignée était un peintre plutôt sombre, mais certaines de ses toiles... Mais moi je préfère Renoir ou même Dali. Déteste ça. Donc la toile d'araignée, on en a tous vu, mais bien entendu, encore une fois, selon les espèces, la composition peut être assez différente. Et une même araignée peut tisser plusieurs types de fils aux propriétés très différentes. Mais globalement, il s'agit de fils de soie composés de protéines sécrétées dans l'abdomen des araignées, ou dans les poignets de Peter, ou dans des petits réceptacles artificiels dans la BD, selon les versions. Le fil de soie est formé de fibroïnes, des protéines filamenteuses composées de polymères hydrophiles et hydrophobe, qui aime l'eau et qui repousse l'eau. Ces propriétés lui permettent de résister au poids de la rosée notamment, et changent effectivement de propriétés selon l'humidité. Cette solution liquide se solidifie au contact de l'air, mais reste à la fois élastique, résistante et très flexible. Les propriétés peuvent changer au contact de l'eau aussi, s'étirer et se contracter, et leur finesse et leur résistance sont très prisées par la médecine. Elles sont intéressantes par exemple pour des sutures chirurgicales ou pour des biomatériaux, pour la médecine régénérative. Par exemple, tu te fais une belle pizza sur la cuisse en tombant comme un gros cake à moto, parce que tu t'es dit tiens, il fait chaud, c'est Marseille bébé, et tu t'es tapé une grosse pelle en short.
Et bien, avec un réseau de fibres de soie d'araignée, on peut potentiellement te reconstituer un tissu entier plus facilement, créer une structure légère et très fine sur laquelle les cellules de peau vont venir se développer. Certaines fibres sont 5 fois plus résistantes que l'acier, mais 6 fois plus légères. Et pour mesurer leur force, on peut utiliser un truc assez visuel, le kilogramme force par millimètre carré. La force exercée par 1 kg sur une surface de 1 mm carré. Ce qui correspond à la valeur de 9,81 mégapascal. Pascal comme la pression atmosphérique, tout ça. La soie d'araignée peut atteindre une résistance à la rupture de 18 000 mégapascal. 1800 kg force par millimètre carré. Donc 6 fois supérieure à celle du Kevlar, le truc des gilets pare-balles. C'est jusqu'à 4 fois plus solide que les meilleures fibres synthétiques. Et elles peuvent s'étirer de 30 à 200% de leur longueur initiale. Donc quand Peter balance une de ses toiles, c'est pas aberrant, hein, quelle que soit la vitesse de chute, qu'elle puisse à la fois le retenir et même le faire rebondir, s'étirer et restituer une partie de son énergie un petit peu plus haut pour le faire remonter au des buildings. Par contre, c'est bien sympa, mais il faut bien qu'elle s'accroche. Si tu la balances mais qu'elle s'accroche à que dalle, bah, tu vas passer plus de temps à bouffer du bitume qu'à sauver New York. Un film de Spider-Man au cinéma, ça ressemblerait à un live gaming de Bihan, quoi. Ah cool, ça commence. Ah merde, il est mort. Ok. La soie d'araignée n'est pas juste un simple fil, mais possède des microstructures particulières avec des fibres qui se croisent pour former un réseau complexe, ce qui offre donc une très grande surface de contact et qui permet, un peu comme les pattes des geckos, hein, de coller à peu près à n'importe quelle surface. Certaines molécules adhésives sont également présentes pour mieux capturer les proies, hein, c'est quand même un peu le but aussi des toiles d'araignée. La soie a également une capacité d'auto-nettoyage qui empêche les impuretés de venir pourrir la surface et donc de limiter le contact, et donc l'adhérence. Et comme le truc est très mou, en plus il peut s'adapter vraiment à n'importe quelle forme. Mais il y a également les forces de Van der Waals, des forces faibles entre les molécules qui se produisent lorsqu'elles se rapprochent suffisamment les unes des autres. La grande surface de contact et les structures moléculaires spécifiques à la soie d'araignée favorisent ces interactions, ce qui contribue donc à son adhésion à la surface. Oui, c'est un peu compliqué à dire comme phrase. Et donc oui, la toile d'araignée, c'est de la physique quantique. Donc c'est pas totalement aberrant de voir Peter se balader entre les immeubles en surface lisse, même si elle présente pas de prospérité. La soie va très bien coller sur les différentes vitres. Par contre, j'aimerais vraiment savoir un truc. On est d'accord que ces putains de toiles d'araignée, on n'arrive jamais à s'en défaire, hein. Une fois qu'elles sont là, elles se défont plus, quoi. On n'arrive jamais à les détruire. Donc une fois qu'il a passé des heures à se balader comme un con dans les rues de New York, là, qui nettoie? Ça doit être comme une putain de barbe à papa géante. Sauf que la barbe à papa, c'est juste du sucre, hein. Un coup d'eau et ça part. Là, les mecs, ils doivent avoir des immenses hangars remplis de ces saloperies avec des pigeons décédés et des agents en entretien collés dedans, quoi. Bref, on arrive à la fameuse scène du métro. Peter se retrouve donc à se tartiner la gueule avec le Docteur Octopus en haut d'une tour qui n'existe pas en vrai. Tentez pas d'essayer de la retrouver sur Trottle, hein, elle y sera pas. Trottle, c'est mon appli de voyage, hein, je vous en reparle bientôt en détail. Mais non, cette tour est full CGI. Bon, le film date de 2002, en vrai ça se voit un petit peu. Mais en fait, c'est même pire que ça, parce que là, ce plan-là, bah, c'est la version miroir de New York. On voit bien l'Empire State Building, ça c'est l'immeuble du MetLife. Là, on voit ce bâtiment bizarre, et l'autre dans le coin. Là. Donc c'est complètement là. On est à l'angle de la 3e avenue et de la 47e rue. Mais dans l'autre sens. Derrière le bâtiment du MetLife, d'ailleurs, c'est le Grand Central, le lieu de la bataille finale dans Avengers. Et le lieu emblématique hein, dans Les Incorruptibles, ou dans Madagascar. En gros, si vous voulez éviter les problèmes, évitez le quartier. Bref, il se frite la mouille et tombe sur le métro de Chicago. Oui, il n'y a pas de métro aérien à New York, c'est à Chicago. Si on regarde la 3e avenue, bah, c'est aéré, il n'y a pas de métro là, c'est juste une rue. Quoi. Mais admettons que dans une réalité alternative, ils aient bien construit un métro aérien à New York, et que New York a été construite donc dans l'autre sens. La rame de métro ressemble à un vieux modèle R46 construit dans les années 70 et pesant environ 40 tonnes pour chaque wagon. Les rames sont normalement constituées de 4 wagons, mais dans le film on en voit 5. Donc le train complet pèse environ 200 tonnes à vide, auquel il faut rajouter environ 200 personnes, hein, soit 16 tonnes de barbac. Bon, ça change pas fondamentalement le poids global, hein, on est sur des ordres de grandeur assez similaires. Octopus détruit la manette du métro et pousse le bousin à 80 miles à l'heure, soit environ 130 km/h, ou 36 mètres par seconde. Cette vitesse, ça va nous permettre de calculer l'énergie cinétique que Peter va devoir arrêter. Bah oui, parce que bien entendu, pousser une manette qui est une simple commande électrique, ça veut aussi dire ruiner les freins, comme dans tous les films en fait. Si. E égale 1/2 de mv carré, soit 216 000 kg fois 36 mètres par seconde au carré. Et ça fait 280 millions de joules. Ce qui ne veut absolument rien dire pour nous autres profanes. Oui, je veux dire, ça correspond déjà à quoi 1 joule? Bref,
280 millions de joules, c'est vraiment beaucoup. À l'échelle humaine, on va dire, c'est l'équivalent de l'énergie d'un mec de 70 kg qui court à 10 km/h pendant 100 heures. Ou donc, vu le temps imparti à Peter pour stopper le métro, à 6000 gars qui courent pendant 1 minute. Voilà, Peter va donc devoir développer la force de 6000 bonhommes pendant ce laps de temps. Et on ne parle là que de l'énergie d'un truc sur sa lancée. Parce qu'en vrai, non seulement il va falloir arrêter le train, mais a priori, il y a ces moteurs qui continuent à pousser dessous. Il faut donc en plus lutter contre la force développée pour pousser les 200 tonnes à la longueur de journée. Mais bon, on va faire déjà au plus simple. Peter tente d'abord de freiner en appuyant sur les traverses, qu'il détruit. On va y revenir. Mais ça ne fonctionne pas. Il tente alors donc un truc plutôt malin, tirer des toiles d'araignée pour se servir de leur force de tension et donc créer un filet qui va stopper le train. Il en tire d'abord une de chaque côté, qui adhère bien aux parois des immeubles, mais qui les arrache sous la force du train. On voit que niveau adhérence et force de tension de la toile, a priori, on est plutôt pas mal. Donc, si 2, c'est pas assez par rapport à l'emprise, Peter va en tirer une petite dizaine. En partant du principe qu'elles ont donc une résistance de rupture de 18 000 mégapascales, 1800 kg force par millimètre carré, il faudrait une toile de 1,2 cm² ou 1,2 cm de diamètre environ. Oui, je vous laisse refaire le calcul air surface, tout ça. La stratégie de Peter est donc plutôt bonne, les toiles sont tout à fait adéquates, même avec le moteur qui continue à pousser en dessous, pour arrêter le merdier avant que la ligne s'arrête comme ça, pouf pouf. Oui, on dit, on va faire une ligne et puis ça s'arrête. Comme les autoroutes en Roumanie. Par contre, il aurait fallu qu'ils laissent un tout petit peu de mou pour profiter au maximum de leurs propriétés d'étirement. Mais admettons, si les toiles résistent, qu'en est-il de Peter? Non, parce que si l'idée de départ était plutôt bonne, les toiles, il les tient quand même à bout de bras, c'est écartèlement assuré. Là. Ok, les toiles, on y croit, c'est crédible, pas de souci. Mais le corps de Peter. Alors déjà, ses os. Le gars arrive à péter plusieurs dizaines de traverses de chemin de fer, des gadins faits pour résister au passage de plusieurs centaines de tonnes, plusieurs centaines de fois par jour. Ça fait beaucoup là, non? Ici, c'est la force de compression qui nous intéresse. La force va venir en opposition à son tibia et son fémur. On va se servir d'un truc qu'on appelle le module de Young pour savoir quelle est la force de compression d'un fémur. En moyenne, bien entendu, ça dépend complètement des gens, de leurs conditions physiques, etc. Mais en gros, un fémur a une force de 17 200 mégapascales et un tibia de 18 100. Alors que le chêne, lui, a une force de 12 000 seulement. Et oui, nos os sont plus résistants que du chêne. Mais à taille égale. Parce que ouais, c'est un peu le problème. Les gadins que Peter explose sont un choukitipoc plus large que les os de Peter. On voit bien, le gars c'est pas Hulk, il a pas les os de la taille d'une pastèque. Ils doivent donc être bien plus résistants. Au moins 35 fois plus denses pour que les os tout fins, 3 cm de diamètre en moyenne, pour qu'ils puissent rivaliser avec des poutres de 12 cm par 20. Alors, oui, il y a l'angle, la force, la vitesse à calculer aussi, la tension des fibres du bois, etc. Mais à ce niveau-là, ces guitares à l'arachnide, c'est déjà un velouté liébique gourotule. Mais à ça, il faut rajouter toute la mécanique complexe des chevilles, des genoux, des hanches, beaucoup plus fragiles, sans compter qu'il faut bien la transmettre quelque part, cette force. Si au lieu de Peter, on posait juste une énorme barre en titane bien vénère, en piqué diagonale, droit dans les traverses. À mon avis, à la première poutre, le truc qui passe à travers la carrosserie qui n'a absolument aucune raison d'être conçu pour résister au cassage de barres de bois. Mais bon, il y a encore pire. Quand il retient les toiles, bon, encore une fois, il devrait passer à travers la tôle. Mais admettons, au moment où les toiles se tendent, c'est quand même 100 tonnes à pleine vitesse qui tient à bout de bras, le gars. La force de 3000 gars dans chaque cuillère. Les muscles sont des tissus mous, des fibres qui se superposent les unes aux autres, reliées au niveau des articulations par des tendons constitués de collagène, une matière fibreuse et collante, et pas du tout résistante à ces niveaux de force débiles. On est plutôt aux alentours de 6 mégapascales pour le collagène, par rapport à 18 000 des os et des tissus. Pour retenir autant d'énergie sans être disloqué, il lui faudrait avoir la force de 6000 hommes. Avec des fibres musculaires et des tendons entremêlés de fibres de soie d'araignée pour encaisser les contraintes, pourquoi pas, Après tout, dans Avatar, les mecs ont bien un squelette en fibre de carbone, donc tout est possible. Bon, le truc le plus intelligent aurait peut-être été de tirer des toiles directement sur les roues pour remplacer les freins sur tous les essieux, en tirant, peut-être ça aurait fait une espèce de globi-boulga collant, bon bref. Ou alors de fabriquer une espèce de toile devant, un peu comme les filets sur les porte-avions pour arrêter les F-16. Mais bon, dans le feu de l'action, il a fait comme il a pu. Mais bon, admettons que son corps a été optimisé, régénéré, amplifié, bon, il lui aurait fallu quand même à Peter des années avant de pouvoir régénérer son corps entièrement en prenant en compte les nouvelles aptitudes. À moins qu'il ne soit pas totalement étranger au pouvoir de régénération des poteaux Deadpool et Wolverine. On y revient très vite. Abonne-toi.
Spider-Man est vraiment un des personnages les plus cool à la fois par son caractère et aussi par ses pouvoirs. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir voler entre les immeubles comme il le fait? À part les mecs de Vierzon peut-être, parce que là, pour le coup, pas d'intérêt. Mais alors autant on a vu que Iron Man, bon, compliqué, mais faisable, autant Spider-Man, malheureusement, on est très loin de pouvoir posséder un jour ses pouvoirs. Heureusement, il nous reste le cinéma, parce que autant certains personnages sont voués à disparaître, ou certains à ne jamais réussir à trouver leur public, autant Spider-Man comme Batman... Dans 20 siècles, on en parle encore. Et oui, on veut tous un Amazing Spider-Man 3. Rendez-nous Andrew Garfield. Merci à tous ceux qui partagent cette vidéo en masse, merci encore une fois à HelloFresh de me permettre de produire ce genre de vidéo. Vraiment, si vous ne l'avez pas vu, si vous avez zappé, allez voir la sponsor juste pour le kiff du truc, juste pour l'objet en soi. Vraiment, je me suis vraiment donné du mal. Donc, juste aller jeter un coup d'œil. Merci également à Yann qui m'a enregistré la vidéo à l'arrache, vite, pour pouvoir sortir cette vidéo à temps, alors que je l'ai sortie avec une semaine de retard. Merci aux tipeurs, je le dis pas assez, mais vraiment merci de m'apporter ce petit supplément, encore une fois, de trucs qui me permet à chaque fois juste... Voilà, bref. Merci à Stan Lee et Steve Ditko d'avoir créé un personnage aussi fédérateur et plein d'optimisme. Et n'oubliez pas que le génie est partout.